Vous êtes bien pensant ou pas? Je serais plutôt du côté de Jéricho, donc pas vraiment bien pensant. Et est-ce que vous êtes bien pensant? On va vous poser la question et on va réfléchir ensemble avec Mathieu Bocoté. Charlotte, vous êtes bien pensante? Ah bah, j'espère que je pense bien, mais bien pensante, qu'est-ce que ça veut dire? Dimitri? Ça devient bien pensant de se dire qu'on n'est pas bien. Oui, Oh, vous élevez le niveau là. S'il est un terme qu'on utilise souvent de manière abusive pour caractériser ses adversaires, c'est celui de bien pensant. On le trouve partout, dans tous les discours, mais rarement prend-on la peine de définir ce terme. Alors, nous vous proposons, Mathieu, de nous en proposer une définition, ou du moins de réfléchir à ses usages, la bien-pensance. Vous avez tout à fait raison de dire que ce terme est utilisé et galvaudé. En fait, il sert à décrire globalement quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est une manière comme une autre de dire lâche, c'est une manière comme une autre de dire bisounours, c'est une manière comme une autre de dire boursemolle, hein, comme on dit dans les visiteurs. Donc, c'est une manière comme une autre de dire vous préférez vous lever dans... une forme d'incandescence morale, le sentiment de votre bonheur moral, dans la pureté des intentions, plutôt que de mordre dans la réalité telle qu'elle est. Bon, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'espèce de définition flottante qui circule dans l'espace public. Et on devient toujours, d'une manière ou de l'autre, de bien-pensant de quelqu'un. Ce qui fait que ce terme devient lassant. Est-il pour autant inutile? La réponse, c'est non, parce qu'il désigne bien, je crois, certains travers de la, je dirais, une certaine catégorie de la population, globalement les milieux intellectuels, les milieux journalistiques aussi, un peu les milieux politiques, qui ont leur fonction dans la vie, c'est la parole publique. Leur fonction, c'est de dire. Ils ont le monopole, je dirais pas le monopole, mais le privilège de la parole publique. Or, trop souvent, ils parlent non plus pour dire ce qu'ils voient, mais, et là on arrive donc avec une définition qui me semble assez bonne, ils sont non pas dans la volonté comme on dit la formule, voir ce qu'ils voient, dire ce qu'ils voient, mais ils sont dans une perpétuelle entreprise de signalement moral pour montrer qu'ils appartiennent au bon camp et qu'ils sont en adéquation avec le dogme du moment. Donc pourquoi? Ils ont le privilège de la parole publique. C'est un privilège immense, la parole publique. Être capable de décrire les choses, de réfléchir sur l'époque, de mordre sur les événements. Eh bien, plutôt que justement d'aller au contact de la réalité, mais la réalité, quelquefois, elle est escarpée. La réalité, quelquefois, elle coupe. La réalité, quelquefois, elle est difficile. On préfère se réfugier, donc, dans un discours de signalement moral pour toujours montrer qu'on appartient à l'aristocratie humaine nouvelle, celle qui jamais ne va déchoir de sa prétention à surplomber moralement les autres qui sont autour de soi. Qu'est-ce que la bien-pensance, si on va en avoir une définition toute simple? C'est justement cette volonté de toujours s'afficher comme moralement supérieur, comme avec une vertu supérieure par rapport à tous les autres et surplomber le débat public avec cette condescendance qui vient du fait que moi, je ne me salis pas les mains, mais comme disait l'autre, peut-être n'ai-je plus de mains. Mais sans en avoir conscience. Hop. Alors, c'est particulier, ça dépend des environnements. J'y reviendrai, mais il y a ceux qui savent, il y a le grand écart. Hein. Il y a quelquefois des gens qui savent qu'ils voient quelque chose, mais décident de faire semblant qu'ils ne voient pas pour conserver leur bonne réputation dans le système médiatique. Permettez-moi d'y revenir dans un instant. Alors justement, comment fonctionne-t-elle, cette bien-pensance? De quelle manière peut-on repérer, si c'est possible, ces mécanismes? Alors, la première chose que je dirais, il faut normalement avoir les moyens. C'est une observation sociologique, mais il faut avoir les moyens de baigner, de se noyer dans la bien-pensance, de se saouler à la bien-pensance. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens, généralement, de vivre dans un quartier sécuritaire, plutôt homogène, pour ensuite expliquer aux autres que l'immigration est en toutes circonstances une richesse. Il faut vivre dans un quartier sécuritaire et fort agréable pour expliquer que l'insécurité n'est qu'un sentiment qui naît d'une forme de conscience xénophobe trouble, alimentée par des polémistes malveillants qui oseraient dire que le monde ne va pas aussi bien qu'ils le prétendent. Il faut avoir le bonheur d'une propriété tout à fait bien installée, avoir un compte en banque bien garni pour expliquer que finalement l'argent, c'est pas si important que ça. Pourquoi vous préoccupez-vous de basses considérations matérielles? Pourquoi n'êtes-vous pas dans la contemplation de votre âme et spirituelle? Bien, avoir quelques millions, ça aide ensuite à considérer que les millions, c'est pas important. Donc, autrement dit, on se retrouve souvent dans des gens qui ne vivent pas dans la même catégorie où ils pensent. Une forme de dissociation qui permet, certains diraient, ça donne une liberté immense, mais ça donne quelquefois la liberté ou surtout le privilège du déni. Alors, comment ça fonctionne exactement? Bien, je dirais que c'est cette volonté de trouver justement une forme d'écart, de creuser l'écart entre, d'un côté,
ce que l'on voit et la construction d'un discours fondé sur le déni de ce qu'on voit. Comme si nommer certaines réalités, surtout sur des questions justement qui portent à polémique, qui portent à débat, des questions qui révèlent des tensions existentielles dans nos sociétés, l'objectif, ce n'est pas justement de dire le vrai, de dire le juste, de dire ce qui est exact, mais l'objectif, c'est toujours de trouver la position qui, dans le système moral actuellement dominant, permet d'être à l'abri de toute contradiction. Et finalement, c'est la reconduction des privilèges du clergé d'autrefois. Mais c'est un clergé qui fonctionne désormais dans les codes de la société médiatique et dans les codes du monde intellectuel. Parce qu'il vaut la peine de le dire, le milieu intellectuel, qui devrait être théoriquement le plus courageux d'entre tous, c'est-à-dire des gens qui se sont engagés dans la vie de l'esprit, dans la quête de la vérité, eh bien, si on fait l'histoire des intellectuels au XXe siècle, et peut-être plus particulièrement des intellectuels de gauche, il faut bien le dire, le principal souci, ce n'est pas de dire ce que l'on voit, c'est de demeurer à gauche, quelles que soient les circonstances, quitte à sacrifier le réel s'il le faut, parce que rester de gauche, c'est ce qui est le plus important en toutes circonstances. Sur quelles questions ça s'applique tout ça aujourd'hui? Tout ce qui touche l'immigration, nous le savons, les sociétés de plus en plus hétérogènes, de plus en plus fragmentées, mais le discours obligatoire dominant nous oblige à dire non, mais tout ça est une merveille, tout ça est une richesse. Les questions qui touchent aujourd'hui, les questions sociétales, la GPA par exemple, eh bien, il faut aborder cette question-là toujours avec une espèce de générosité dégoulinante. Une générosité dégoulinante dans laquelle on va finir par se noyer, mais on la met de l'avant pour témoigner justement de notre humanité supérieure. La vie politique aussi, finalement, parce qu'au cœur de la bien-pensance, il y a un système de repérage du dégoût, et nous savons tout de suite quelle position on ne doit pas adopter si on veut continuer d'évoluer dans l'environnement privilégié, dans ceux qui pensent bien, dans ceux qui se flattent la conscience de manière vertueuse, dans ceux qui sont tellement heureux d'être ce qu'ils sont. Eh bien, il faut savoir qui ne pas fréquenter dans de telles circonstances. J'ai plein de questions. Non, mais bien-pensance empêche de penser? Ben, je dirais, le propre de penser, c'est l'exercice du réel. C'est-à-dire, le propre de la bien-pensance, je dirais, c'est que c'est un système autoréférentiel. Donc, on est à l'intérieur de notre système moral, on sait à l'avance quelle est la bonne réponse. On ne risque pas d'être surpris, parce que notre seul souci, ce n'est pas d'avoir une parole exacte, c'est d'être dans la ligne du parti. Et c'est pour ça que, et si le parti change d'idée, on va changer d'idée au même moment, parce qu'il arrive que la bien-pensance d'hier ne soit plus la bien-pensance du lendemain. Comment cela fonctionne-t-il au quotidien? Ah ben ça, nous fréquentons ces milieux, alors témoignons. Combien de fois, au sortir d'un plateau télé, au fil de notre vie, on avait un échange avec quelqu'un, avec une espèce d'échange vif, un échange vrai, un échange fort, on a l'impression qu'on a échangé. L'émission se termine, et la personne vient nous dire « Tu sais, je suis absolument d'accord avec toi, mais ça se dit pas. » Ah bon? Mais comment ça se dit pas? Et là, on comprend que le souci, je le disais tantôt, c'est le privilège de la parole publique. Cette personne, son principal souci lorsqu'elle intervient dans l'espace public, ce n'est pas de décrire les choses telles qu'elles sont pour ensuite donner matière à penser, à débat, à réflexion, c'est de demeurer dans le périmètre de la respectabilité entendue. Donc, ça ne se dit pas à la télévision. Donc, ensuite, on va le confesser en privé. On peut toujours confesser les choses en privé. Mais plus on le confesse en privé, plus on va le dénier en public. Donc, forme d'écartèlement. Miloche, ce grand intellectuel, avait écrit dans son livre « La pensée captive », il s'était intéressé à la situation des intellectuels en pays totalitaires, puis il disait qu'ils étaient condamnés à la schizophrénie. Pourquoi? Parce que d'un côté, en privé, ils pensent une chose, publiquement, ils en pensent une autre. Et à quoi sont-ils condamnés? À toujours dire publiquement, non pas une partie de ce qu'ils pensent, mais le contraire de ce qu'ils pensent pour ne pas être pris à se faire attraper à dire ce qu'ils pensent. Donc, pour être justement à l'abri justement de toute critique, plus je pense quelque chose, plus je dois dire le contraire publiquement pour m'assurer de ne pas me faire attraper par des gens qui diraient « Mais finalement, vous êtes mal pensant, cher monsieur. » C'est assez intéressant de voir, parce que c'est sur toutes les questions, on le voit aujourd'hui, cette formule, ça ne se dit pas à table de tels propos. Combien de fois dans un dîner avec des intellectuels ou avec des politiques, on va entendre « Oui, mais une telle idée ne peut pas se dire à table si on est entre gens respectables. » Et si quelqu'un décide de lancer une petite bombinette morale en osant le propos inacceptable, ça peut créer véritable tension. C'est pour ça que je dis comment ça fonctionne au quotidien, parce que ce système de contrôle des pensées, ce système d'interdiction morale, il est reconduit chaque fois que dans une conversation, quelqu'un s'empêche de dire ce qu'il voudrait dire, quelqu'un s'empêche de nommer ce qu'il voit. George Orwell, j'ai souvent parlé de ce remarquable écrivain, je crois, a compris les mécanismes de la psychologie totalitaire à travers une formule dans 1984.
Le propre d'un régime totalitaire, c'est de forcer à dire 2 plus 2 égale 5. Parce qu'à partir du moment où on casse le rapport avec le réel, ce que j'évoquais tantôt, penser, c'est se coller au réel. On casse le rapport avec le réel, 2 plus 2 égale 5, et qu'on réussit à forcer quelqu'un à dire 2 plus 2 égale 5, ou il y a d'autres formules équivalentes, par exemple, l'homme et la femme n'existent pas, ou encore l'immigration massive n'existe pas, ou encore l'insécurité n'existe pas. Quand on force quelqu'un à objectivement dire le contraire de ce qu'il voit, de ce qu'il sait, de ce qu'il sent, eh bien, il est dès lors disponible pour toutes les manipulations idéologiques, parce qu'il n'a plus une référence extérieure à lui-même qui est le réel, qui est le souci d'une vérité. Une vérité qui ne serait pas qu'un ajustement au dogme du moment. Être capable d'imposer à une société un 2 plus 2 égale 5, ça crée les conditions d'une manipulation idéologique de masse. Ou à tout le moins, ça permet justement ce qu'on appelle cette caste des bien-pensants, reprenons le terme parce qu'il est pertinent ici. Plus la situation se dégrade, plus le discours public va être lénifiant, plus on le voit là, les questions d'insécurité, les questions d'immigration, plus la situation nous échappe, plus on sent que le pays se décompose, plus on sait que la possibilité de la guerre civile même est évoquée, eh bien, on va renverser le système, puis plus dans l'espace public, plus vous allez oser nommer ce que vous voyez, plus vous allez vouloir nommer cette situation de déliquescence, plus vous risquez la mort sociale, plus vous risquez la mort professionnelle, plus vous risquez la polémique à la controverse, ou disons-le dans des termes 2022, plus vous risquez une tempête sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que tout ça a pour conséquence? Eh bien, ça pousse véritablement à une logique du refoulement. Je me permettrai de citer Arthur Koestler, ce formidable écrivain qui a lui aussi fait l'expérience du totalitarisme, mais lui, dans son livre Hiéroglyphes, qu'est-ce qu'il a fait, Koestler? Il a été lui-même traversé par la tentation du communisme. Puis il a voulu raconter ensuite comment, justement, il décidait de ne pas voir ce qu'il voyait quand il était dans la religion communiste. Je le cite, « J'avais des yeux pour voir et un esprit conditionné pour éliminer ce qu'il voyait. » N'avons-nous pas l'impression ici de lire certains journaux qui se prennent pour des journaux de référence? Donc, cette volonté, cette capacité d'éliminer ce qu'on voit, parce que ça viendrait contredire le récit lénifiant, le récit, je dirais, parfumé, le récit merveilleux qu'on veut imposer aux autres, mais s'imposer à soi-même, eh bien ça, c'est de la bien-pensance. Dernière petite réflexion sur ça qui me semble importante. Quand on est dans cette logique, on voit des choses, mais on ne veut pas les dire, parce que si on les dit, on risque d'être mal vu par notre collègue intellectuel de gauche, sociologue, ou ainsi de suite. Si on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on devient soi-même un contrôleur de la bien-pensance. Parce qu'on a vu, on refoule, on est dans le refoulement permanent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un à côté de soi qui refoule pas. Et lui ose dire ce que j'ai vu moi aussi, mais que j'ai décidé de refouler. Eh bien, comment le système fonctionne à ce moment-là? Je dois le faire taire. Et c'est là qu'on mobilise tout le vocabulaire qu'on utilise souvent ici. Réactionnaire, fasciste, extrême droite, transphobe, phobe, jusqu'à la fin des temps. Donc, justement, c'est un système de... c'est un système de contrôle. Donc, le poète a dit la vérité, il doit être éliminé. Le premier qui dit la vérité, il doit être éliminé. Je pense qu'on est dans cette logique-là ici. Et c'est comme ça que s'imposent des consensus moraux ou quelquefois des consensus idéologiques qui vont contre simplement ce qu'on voit de nos yeux. Et c'est intéressant de voir, comme vous l'avez dit, qu'on est souvent menacé de mort parce qu'on n'est pas dans la bien-pensance. Oui, mais la menace de mort, vous savez, c'est brutal, on peut appeler les policiers. La menace de la mort sociale, c'est autre chose. C'est difficile d'appeler la police pour la mort sociale. On sait simplement que si on dit quelque chose, eh bien, on va être chassé du travail, et ainsi de suite, on ne pourra pas gagner sa vie. Voilà pourquoi, si on doit tirer un conseil de tout cela, l'appel au courage, oser dire que 2 plus 2 égale 4. C'est difficile, c'est pas toujours agréable, mais en dernière instance, paraîtrait-il que la vérité va l'emporter. Sortons de la bien-pensance.